Certains accusés sont complètement bouche bée de se voir en train de violer une femme sédatée. On peut reconnaître qu'on vole, on peut reconnaître presque même qu'on tue, mais violer, il y a quand même quelque chose de sale, en fait, en tout cas dans l'esprit de ces hommes. Le 2 septembre 2024, j'arrive au tribunal d'Avignon, je rentre dans la salle d'audience. Il y a quand même une effervescence importante, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de caméras. C'est vraiment hallucinant, j'ai jamais vu ça. Il y a déjà les accusés qui se sont installés dans la salle. Il y a un peu une ambiance de rentrée des classes. Ça chahute, c'est pas du tout la solennité qu'on attend d'un premier jour d'audience. Je m'installe dans la salle, donc moi je suis dessinatrice judiciaire, donc je suis au pied de la cour. Ce qui est complètement ahurissant, c'est que Gisèle Pelicot, qui est assise du coup dans un coin, et à peut-être 2 mètres de certains des accusés. Elle les découvre, elle les a jamais rencontrés puisqu'elle était inconsciente quand ils l'ont violée. Il se trouve que ses avocats, heureusement, se mettent devant elle et font une sorte de barrage, rempart entre elle et les accusés. Ça indique quand même, dès le départ, que la justice ne prend pas en compte la partie civile. Ce qu'on comprend aussi avec votre livre, c'est que la défense, les juges, notamment le président, ont remis en cause la parole de Gisèle Pelicot et ont aussi essayé de renvoyer Gisèle Pelicot à ce que vous appelez la prétendue légèreté de ses mœurs. En fait, ce qui est fou, c'est que même Gisèle Pelicot, 71 ans, grand-mère, mère, ancienne cadre, blanche, qui a été violée dans un état d'inconscience. C'est-à-dire que, grosso modo, la victime parfaite, c'est introuvable, mais Gisèle Pelicot, elle coche beaucoup de cases quand même, aux yeux de la société et de la justice. Et en fait, même de cette position-là, qui semble incontestable, en fait, elle va subir les attaques de la défense, des attaques qui sont vraiment insidieuses. Enfin, de mettre des photos d'elle dans un état de semi-inconscience, avec un sextoy, nue à la piscine, enfin, je veux dire, nue à la piscine, chez soi, dans une piscine privée. Je veux dire, encore heureux qu'on puisse se baigner nu. Et si on a envie d'avoir des relations échangistes, on a le droit. Si la victime ne cochait pas toutes les cases de la moralité, elle ne pouvait pas être vraiment victime. Vous écrivez, les viols que Gisèle Pelicot a subis ont été filmés et sont indiscutables. C'était en tout cas ce que je pensais avant de couvrir le procès. Comme les faits étaient filmés, pour moi c'était impossible pour eux de nier. Enfin, je veux dire, c'était une cause perdue. Quand on les a entendus les uns après les autres contester les faits qui leur étaient reprochés, c'était vraiment vertigineux, ça semblait irréel. C'était presque absurde, en fait, dans cette salle d'audience. La plupart des accusés refusent la qualification de violeur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte? Être un violeur, c'est comme une assignation sociale, en fait, aux yeux de ces hommes. C'est toujours un autre, en fait. Ça peut pas être eux, de la même manière que il y a eu beaucoup de proches des accusés qui sont venus témoigner en disant mais en fait c'est pas mon père, c'est pas mon frère, c'est pas mon fils, il est pas comme ça. On peut reconnaître qu'on vole, on peut reconnaître presque même qu'on tue, mais violer, il y a quand même quelque chose de sale en fait, en tout cas dans l'esprit de ces hommes. On le sentait bien dans la manière dont certains, en fait, dans leurs propos, reconnaissaient les faits. C'est-à-dire, oui, je savais qu'elle était inconsciente, oui, il fallait pas la réveiller. Enfin, en gros, ils déclinent tout ce qui correspond à un viol, mais quand il vient le moment de le qualifier, là, c'est comme si c'était la marche impossible à franchir. La colonne vertébrale de l'accusation dans ce procès, c'était les vidéos des viols, parce que Dominique Pelicot avait tout filmé, tout enregistré, et qu'il avait même tout classé, en réalité, dans des dossiers au nom ou au surnom des accusés. Gisèle Pelicot voulait que la presse soit présente pour que la presse rende compte de la réalité des viols, pour que la presse rende compte des réactions des accusés à l'égard de ces vidéos. Le lendemain de la première diffusion de vidéos d'un accusé, le président a décidé, de manière unilatérale, de chasser la presse des visionnages de ces vidéos et de rétablir une forme de huis clos partiel le temps de la diffusion de ces vidéos. Et quels étaient ces arguments? Ces arguments, c'était la dignité. C'était l'indécence de ces images. On voyait qu'elles sont baissées, sexe à l'air, en train de violer une femme inconsciente. L'association de la presse judiciaire dont je fais partie
a écrit directement au président de la cour criminelle, courrier auquel il n'a pas répondu, pour demander le rétablissement de l'audience publique. C'est finalement les avocats de Gisèle Pelicot qui ont déposé des conclusions de partie civile et qui ont contraint la cour à prendre une autre décision. Et quand les vidéos ont commencé en salle de retransmission, il y avait des femmes qui se sont mises à pleurer, des gens qui se sont vraiment décomposés, mais physiquement. Mais j'avais déjà vu ça sur mes confrères et mes consoeurs journalistes qui se tenaient le visage avec les mains. Enfin, il y avait vraiment un effet de sidération quand on est confronté à ces vidéos. Mais j'ai pas eu le sentiment d'assister à une séance de voyeurisme, en tout cas. Je pense qu'il y avait plus une envie de se confronter au réel, de voir le viol en face. C'est intéressant de voir que certains accusés sont complètement bouche bée devant. Ils voyaient un autre qu'eux. Et Gisèle Pelicot n'est jamais sortie pendant la diffusion des vidéos. Jamais. Elle est toujours restée. Alors, elle n'a pas regardé. Elle était la plupart du temps sur son téléphone portable, mais elle est restée à chaque fois. Vous écrivez aussi « Je retrouve à cette audience tous les marqueurs des violences faites aux femmes que je documente depuis 8 ans comme journaliste judiciaire ». C'est quoi ces marqueurs? Plutôt que de m'intéresser à la sexualité, uniquement à la sexualité des accusés, je trouve que c'est plus intéressant de s'intéresser à leur rapport aux femmes. Il y en a un par exemple, il avait emmené une de ses compagnes en voiture dans la forêt, il l'avait tirée par les cheveux, il lui avait fracassé la tête sur le volant. Une autre fois, il l'avait poursuivie avec un couteau dans leur domicile, elle s'était enfermée dans les toilettes. Enfin, certains de ces hommes avaient déjà un rapport aux femmes qui était profondément vicié, et pas au niveau de la sexualité, au niveau de la domination, de la violence et de la haine aussi des femmes. Je convoque un philosophe, Emmanuel Lévinas, qui parle du visage comme de la vulnérabilité de l'autre qui nous impose. C'est-à-dire qui nous impose de le protéger, de faire attention à lui, de le regarder aussi comme un être autre que soi, et pas comme un objet. Et en fait, tous ces hommes, ils n'ont pas fait attention au visage de Gisèle Pelicot. Il y en a un qui dit moi je viens pour le sexe, le visage m'importe peu. Un autre qui dit j'ai fait attention à son corps. Elle n'est qu'un corps à disposition, elle n'est jamais une personne. Et même ceux qui se prévalent d'un consentement donné par le mari n'ont pas fait attention à cette femme, à cette personne. Certaines des épouses des accusés à la barre vont tenter d'expliquer les actes de leur mari par l'absence de relations sexuelles au sein de leur couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien se dire que la culture du viol, si elle est prégnante chez les hommes, elle l'est aussi chez les femmes. Ça infuse profondément les esprits. Et donc les femmes des accusés qui viennent témoigner à la barre, comme leur conjoint nie les faits, minimise sa responsabilité, leur responsabilité, elles sont obligées d'en trouver une ailleurs. Et la leur, elle est possible. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y en avait une, sa mère était malade, elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari, elle refusait souvent, longtemps, beaucoup. Il devait chercher ailleurs, et puis il devait assouvir des besoins. Et en fait, on retombe sur cette idée que les hommes ont des besoins sexuels, que la sexualité n'est pas une intimité partagée, mais une pulsion à assouvir pour les hommes, et que les femmes sont là à leur disposition. Il y en a une, je m'en rappelle très bien, en fait elle a compris en déposant à la barre qu'elle avait été victime de viol conjugal. Avant que le procès ne démarre, moi j'en étais persuadée, mais on n'était pas si nombreux à se dire qu'une audience de viol allait marquer l'histoire. Je retrace les débats pour qu'il y ait aussi une trace écrite en dessin de ce procès-là, et que ça fasse partie d'un devoir de mémoire, au même titre qu'on le fait pour d'autres audiences qui ont eu la chance d'être filmées. Pour une fois, j'ai eu le sentiment qu'on regardait tous au même endroit. Et ça fait près de 10 ans que je couvre des audiences de violences sexuelles et sexistes, de violences ordinaires, violences faites aux femmes, aux enfants. Et j'ai souvent éprouvé un sentiment de solitude à vouloir couvrir ces audiences-là en particulier. Et là, pour la première fois, on s'est tous retrouvés, toutes et tous retrouvés au tribunal d'Avignon pour couvrir cette audience. C'était honnêtement impossible d'être ailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de couvrir cette audience, il y avait une nécessité de suivre au jour le jour, parce que pour avoir couvert beaucoup de procès, je sais que la vérité judiciaire ou l'intérêt des débats se dégage parfois des moments où on ne l'attend pas. Ça m'a fait aussi réaliser que en fait,
Après 7-8 ans de couverture de procès et d'affaires de ce type, on n'en sort pas indemne. J'avais besoin d'écrire ce livre, en fait. D'assumer aussi que quand on est chroniqueur judiciaire, on est fait de ces affaires qu'on a couvertes et que notre regard il est construit par ce millefeuille d'affaires, d'histoires, de traitement de la justice, de loupé de la justice aussi. À quel endroit la justice a failli pour vous? On a fait de ce procès un procès vitrine de la justice française à l'international parce qu'il y a eu une couverture importante, mais aussi au niveau national. On s'est tous félicités par exemple que finalement il n'y ait plus qu'un accusé qui fasse appel. Ça montre une réussite de l'audience pénale si elle n'est contestée que par un accusé. Je dis pas que ce procès est un échec. Mais je dis qu'il faut aller quand même un peu au-delà et regarder aussi tout ce que ce procès n'a pas résolu. Il y a toutes ces femmes qui n'ont pas été identifiées, que Dominique Pellicot a pris en photo. Donc il a pris en photo l'intimité dans les magasins, les supermarchés, des piscines, enfin un nombre de lieux incalculable, un nombre de femmes incalculable. Il y a aussi ces viols qui ont été avoué sous couvert de triolisme, d'échangisme dans le box par certains accusés. Il y a aussi ces photos de sa fille, Caroline Darian, des photos où elle est allongée, inconsciente, endormie, on ne sait pas, avec des sous-vêtements qui ne lui appartiennent pas, dans une position qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir. Ce volet de l'inceste qui n'a pas été suffisamment investigué au moment de l'instruction parce qu'il n'a pas été proposé, par exemple, à Caroline Darian, un prélèvement de ses cheveux pour savoir si elle avait été soumise chimiquement. Voilà, énormément d'impasse de cette audience, enfin non, en fait pas d'impasse, de voies ouvertes pendant cette audience qui ont finalement été des impasses pour la justice parce qu'elle n'a pas creusé, elle n'a pas investigué. Est-ce qu'il y a bien un avant et un après procès Mazan, comme on l'a beaucoup entendu et comme le disait aussi l'avocate générale? Je l'ai beaucoup souhaité après l'audience. J'étais, je pense, peut-être encore tellement le nez dans le guidon que j'étais un peu naïve. Très rapidement, j'ai compris que du côté des pouvoirs publics, ça changerait rien. C'est hyper dur de dire ça, mais c'est vrai. Il n'y a pas eu plus de moyens alloués à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, pas plus de moyens à la justice. Enfin, vraiment, il y a eu une incurie des pouvoirs publics à traiter cette question après cette audience-là, qui aurait dû être un rendez-vous politique majeur. Le constat positif, c'est que j'ai le sentiment que cette affaire, elle a touché collectivement et individuellement beaucoup de monde. J'ai l'impression que ça a responsabilisé des hommes aussi, que ça a fait réfléchir des magistrats. Il y a un constat partagé, il faudrait peut-être désormais que ça passe la vitesse supérieure et que ça devienne vraiment une question politique au sens noble du terme.